On reçoit notre invité de la rédaction après les espoirs soulevés par le printemps arabe. C'est le temps des interrogations. Après, on le sait, la chute des régimes répressifs en Libye, en Tunisie, en Égypte. Eh bien, est-ce que cette chute va-t-elle permettre l'instauration d'un système politique réellement démocratique et respectueux des droits humains ? On l'a entendu dans le reportage de Thibaut Cavaillès, c'était il y a de cela une vingtaine de minutes. Le débat sur le sacré et le blasphème en Tunisie est lourd de menaces pour les libertés d'expression. Alors faut-il craindre, à l'image de l'Iran, l'instauration du dogme religieux primant sur tout le reste ? Pour en parler, on a le plaisir d'accueillir François Dermanche. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes théologien de formation, professeur d'éthique à l'Université de Genève. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, on l'a encore entendu dans nos différents rendez-vous d'actualité, la bataille d'Alep se poursuit en Syrie. Le conflit dure maintenant depuis 16 mois dans ce pays. Depuis 16 mois, la communauté internationale n'arrive pas à se mettre d'accord sur une position commune et suivre une action commune. On entendait encore le professeur Filiu dans ce journal. D'après vous, en tant qu'éthicien, mais aussi en tant que théologien, est-ce que Bachar al-Assad a un atout majeur dans ce conflit et aux yeux aussi de la communauté internationale, c'est qu'il instaurait un État laïque. D'après vous, la communauté internationale a très peur de l'après-Assad. Expliquez-nous. Mais voilà, tout simplement, la Syrie est un pays composite, c'est-à-dire que c'est un pays qui est composé à 75% de sunnites, et puis il y a après tous les autres, c'est-à-dire un quart de la population, donc c'est une part importante. Il y a d'abord des chiites, donc d'autres musulmans, mais qui ne sont pas sunnites. Il y a parmi eux des alaouites ou des druzes, et puis il y a des chrétiens et encore un peu de juifs. Donc, évidemment, le problème dans un pays comme la Syrie, c'est que si on n'a plus un régime laïque, si on laisse tout simplement voter les gens, si on pense que la démocratie, c'est simplement de laisser voter les gens, eh bien, on risque d'avoir ces 75% de sunnites qui dominent le pays et qui vont progressivement... le risque, on le voit déjà aujourd'hui, si vous voulez, c'est que toutes les minorités qui étaient protégées dans un État laïque, eh bien, fuient le pays parce qu'elles voient très bien que, évidemment, Bachar el-Assad est un despote, mais que ce despote les protégeait. Donc, on a une situation un peu paradoxale. Tout comme Hosni Moubarak, d'une certaine façon. Et comme Tito à l'époque de la Yougoslavie, si vous voulez. Donc, le problème, c'est comment est-ce qu'on fait dans un État qui est multiculturel, multireligieux. Et là, évidemment, d'un point de vue démocratique, si vous voulez, un État laïque est la meilleure garantie pour les minorités religieuses. Vous êtes d'accord éthiquement qu'on ne peut pas soutenir un homme comme Bachar el-Assad, néanmoins ? Certainement, mais comment est-ce qu'on fait les terroristes, rappelons-le. Ça, c'est évident, c'est évident. Mais bon, il y a l'homme et la manière dont il a incarné son régime politique, mais il y a aussi le fait qu'un régime laïque est meilleur qu'un État religieux, si vous voulez. François Dermanche, oui. Excusez-moi, je disais, vous avez en même temps fait partie d'un groupe de réflexion instauré à l'époque par Micheline Calmiaret sur l'après-printemps arabe et sur qu'est-ce qu'une démocratie, comment l'instaurer dans ces pays. Quelles avaient été les conclusions de ce groupe ? Spontanément, disons, pour le Suisse moyen, une démocratie, c'est d'abord le droit d'exprimer ses opinions, c'est d'abord le droit de vote. En réalité, on oublie souvent qu'une démocratie, avant d'être cela, c'est d'abord une constitution qui fixe les règles du jeu. Donc, si on veut participer à la transition démocratique dans ces pays nés du printemps arabe, eh bien, il faut d'abord penser à la Constitution, c'est-à-dire au fait que chacun, notamment, est respecté dans ses droits individuels, que les communautés minoritaires, par exemple, sont aussi respectées que les autres, et ensuite penser le droit de vote. Si on instaure immédiatement un droit de vote sans réfléchir d'abord aux conditions cadres, si vous voulez, de l'exercice de ces droits, on risque de se retrouver dans une situation qui est pire, en un sens, que la situation précédente. Vous avez entendu le reportage de notre correspondant en Tunisie, Thibaut Cavaillès, un cas assez particulier, enfin parlant, j'ai envie de dire, un pays qui a élu démocratiquement, en tout cas le parti islamiste Ennahda, et maintenant ce parti est accusé de dérive antidémocratique par l'opposition et une partie de la société civile. Hier encore, les femmes sont descendues dans la rue pour dénoncer un projet d'article de la Constitution qui évoque notamment la complémentarité et non l'égalité homme-femme. J'imagine que l'éthicien que vous êtes doit être interrogé par rapport à cette actualité-là.
Oui, précisément, parce que cette actualité, c'est celle de l'élaboration d'une constitution. Donc, au moment où on fixe les règles du jeu, si vous voulez. Donc, il est certain que, d'un point de vue, en tous les cas, démocratique, d'un point de vue occidental, bon, Létitien, lui, n'est pas un censeur, hein, c'est pas non plus quelqu'un qui a la vérité en lui, hein, mais il essaye de réfléchir avec les autres. Et alors, de ce point de vue-là, on peut dire qu'évidemment, l'égalité homme-femme, par exemple, est quelque chose qu'on ne devrait pas discuter. Maintenant, la question du blasphème est une question plus délicate, à vrai dire, parce qu'elle pose la question de la liberté d'expression. Euh, Vous dites que c'est une question évidemment brûlante et très significative pour nous. Elle ressurgit périodiquement. C'était la même histoire que les caricatures en 2006 ou d'autres épisodes comme celui-là. Or là, on peut se dire qu'il y a en gros deux arguments, au-delà, si vous voulez, de l'argument prudentiel qui dirait qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. C'est que, évidemment, d'un côté, on va dire, si vous me respectez dans mes droits individuels, vous devez aussi respecter mes opinions religieuses, parce que si vous ne respectez pas mes opinions religieuses, c'est qu'en réalité, vous ne me respectez pas. Et puis de l'autre côté, on va dire, ah, mais la liberté d'expression, c'est un droit fondamental. Donc, comment est-ce qu'on fait pour arbitrer entre le respect de la personne dans ses opinions et la liberté d'expression? C'est une question qui est délicate, et qui est délicate y compris dans nos pays, on l'oublie souvent, hein. Par exemple aux États-Unis, où le premier amendement protège bien plus que chez nous la liberté d'expression, vous pouvez défendre des opinions négationnistes, voire antisémites ou xénophobes, sans être inquiété par la loi. Or, en Europe, de manière générale, vous ne pouvez pas tenir de tels propos parce que on les jugerait discriminatoires pour les personnes et donc insultants, et donc on les interdira. Donc on voit que le curseur, si vous voulez, entre la liberté d'expression et le respect des personnes, eh bien il se joue chaque fois assez finement.